Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va se poser une question assez intéressante aujourd'hui, comme toujours, vous me direz, que faut-il faire de l'assurance vie en 2018 et pour l'avenir évidemment, puisque c'est un placement à long terme. Alors j'ai vu une petite statistique il y a quelques heures, donc c'est vraiment tout récent, concernant le livret A. Alors je fais une petite aparté avant de commencer, qui expliquait que, alors je crois que c'est sur le mois de mars, ça peut pas être sur le mois d'avril, je pense pas, que justement sur le mois de mars, les dépôts sur le livret A avaient augmenté, donc avaient considérablement grimpé, ce qui est pas forcément quelque chose de surprenant, mais en tout cas qui montre bien une chose, c'est que le livret A, tout comme l'assurance vie, font partie des placement préféré des Français. Alors à mon grand désespoir, surtout pour le livret A, parce que le livret A, à mon sens, n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est, je dirais, peut-être de déposer de l'argent, de stocker de l'argent. Quoique il a même le désavantage de ne pas avoir de carte ou de ne pas pouvoir retirer l'argent facilement, ce qui peut être aussi un avantage, mais en tout cas, il a très peu d'intérêt à mon sens, sachant que la rentabilité sur ce placement est très faible. Et c'est le cas également de l'assurance vie. Alors évidemment, ça reste un placement quand même très intéressant pour d'autres raisons, on va y venir, mais si tu l'utilises comme la majorité des Français, c'est vraiment pas intéressant du tout. Alors, pourquoi c'est pas intéressant et pourquoi on se pose des questions concernant l'assurance vie et son avenir, c'est que surtout le gros problème de l'assurance vie, c'est le rendement qui a considérablement baissé ces dernières années. Je pense que tu l'auras constaté si tu en as un, et je pense que tu en as un parce que c'est quand même un placement important pour les Français. Généralement, on l'ouvre assez tôt dans sa vie. Alors, c'est souvent décrié où les gens qui connaissent pas disent que c'est un placement pour la mort ou un placement pour prévoir la mort. Mais c'est plutôt, je pense que si tu écoutes ce podcast, je pense que tu comprends plus ou moins le principe, mais c'est plutôt un placement financier évidemment pour l'avenir et pour sa retraite. Alors évidemment on peut l'utiliser bien avant, mais voilà, ça a plutôt une tendance et une direction faite pour justement utiliser après l'argent lors de sa retraite. Voilà, et donc les rendements sur l'assurance vie ont considérablement baissé. Alors cette année, en 2018, on projette 1,3% de rentabilité moyenne. Alors évidemment, il y a de grosses disparités entre les fonds en euros, mais bon, voilà, ça reste quand même très faible. En 2017, on était à peine plus haut, à 1,5. Et 2016, 1,8. Alors il faut remonter à 2010, donc déjà un petit moment pour avoir quelque chose d'un peu plus correct, puisqu'on avait 3,3% en moyenne de rentabilité, de rendement, et en 2008, donc quasiment 10 ans, on avait 4,5%, ce qui commençait à être déjà un peu plus intéressant. Et c'est pour ça que ça a longtemps été un placement intéressant, parce que c'est un placement qui était confortablement rémunéré et surtout qui est englobé dans un système d'avantages fiscaux, on va dire, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui est un peu plus avantagé par rapport à d'autres placements financiers. Et c'est pas forcément mal, mais disons que c'est pour ça aussi que c'est un placement qui est apprécié des Français. Alors, peut-être que tu ne le sais pas, mais essentiellement, les assurances vie sont composées de fonds en euros. Enfin, en tout cas, c'est ce que les Français achètent le plus, évidemment. Il y a sûrement des avantages, on va en discuter après. Alors, dans ces fonds en euros, 80% donc des fonds en euros sont composés d'obligations. Alors les obligations, pour faire simple, on va pas forcément détailler ce que c'est exactement, mais les obligations, ce sont de la dette d'État, donc c'est-à-dire que la France, l'Allemagne, l'Italie par exemple a besoin d'argent pour financer des investissements ou simplement son système de retraite ou peu importe d'ailleurs ce qu'elle veut, eh bien elle va emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Et donc les banques et les différentes institutions financières vont lui prêter de l'argent. Et il s'avère que les taux ont fondu considérablement ces dernières années. D'ailleurs, tu
tu as d'ailleurs pu le voir avec les prêts immobiliers qui ont aussi baissé beaucoup, peut-être pas aussi vite, d'une manière un peu différente, mais ils ont quand même considérablement baissé ces dernières années au profit des acheteurs et aussi peut-être au gonflement un peu de la bulle immobilière, enfin pas de la bulle, mais en tout cas de l'immobilier, au gonflement des prix de l'immobilier. Mais comme les prix comme les intérêts globalement ont baissé, le rendement forcément de l'assurance vie qui est donc composé en grande partie d'obligations, donc de dettes, ne peut pas être très élevé. Et c'est difficilement tenable sur la durée. Ça, je pense que tu l'auras compris. D'ailleurs, donc les obligations, comme je te disais, de la dette de pays, si on prend par exemple une obligation qui est assez courante, qui est le 10 ans français, on appelle ça le 10 ans français, qui est donc de la dette à 10 ans française, elle est donc à 1%, elle est à moins d'1% en ce moment. Et elle a même été beaucoup plus bas, puisqu'on a eu des pointes, si je puis dire, à la baisse en dessous de 0,5%. Donc c'est assez incroyable, il faut le dire. Tu as même des pays comme l'Allemagne qui empruntent des fois de manière négative, c'est-à-dire qu'on va carrément lui donner de l'argent pour lui prêter de l'argent. Enfin, c'est un concept un peu compliqué à comprendre comme ça, mais c'est le cas. Et les États comme l'Allemagne qui sont au niveau de leurs finances sont très 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 stricts, ont cette chance de pouvoir emprunter de l'argent gratuitement, voire même encore mieux, qu'on leur donne de l'argent en plus, ce qui est assez incroyable. Voilà, mais c'est dû aussi à la fiabilité des États à rembourser. Évidemment, tu as des pays comme l'Italie ou par exemple la Grèce, encore pire évidemment, qui empruntent à des taux un peu supérieurs, forcément, parce que ce sont des pays dont leur capacité de remboursement est peut-être un peu plus risquée, même si ça reste à discuter de toute manière, surtout quand on voit qu'on est capable de renflouer n'importe quel État en difficulté en Europe, peu importe ce qu'il a pu faire auparavant. Bref. Les fonds en euros, en fait, perdent de leur intérêt lorsque les taux d'intérêt sont très faibles. Ça, je pense que tu l'auras compris. Malgré tout, il y a des avantages dans l'assurance vie et dans le fonds en euros, c'est que tu as notamment donc la sécurité du capital. Et c'est ce qui plaît beaucoup aux gens, forcément, de pas perdre son capital. On sait qu'on va mettre de l'argent, que au pire des cas, de toute façon, on n'aura pas perdu un seul centime. La sécurité de rendement, puisque le rendement est garanti. Donc là, pareil, il y a peu d'investissements qui peuvent te garantir un rendement. Donc c'est clairement pas négligeable. Et puis surtout la disponibilité des fonds. Donc c'est-à-dire qu'au-delà de 8 ans, tu peux retirer de l'argent très facilement et en bénéficier. Et c'est très peu taxé. Donc il y a un cadre fiscal qui est fait que tu auras la possibilité de retirer l'argent et d'être fiscalisé de manière assez réduite par rapport à d'autres placements. Et donc tu peux, plus que d'autres placements, justement retirer l'argent et en bénéficier, par exemple si tu as un coup dur ou si tu as besoin de faire un investissement autre. Voilà. Alors il existe autre chose évidemment, ce qu'on peut appeler l'investissement traditionnel, ou en tout cas le plus couramment utilisé comme terme, ça va être l'unité de compte. Donc on peut y mettre beaucoup plus de choses que dans une assurance vie, qu'un fonds en euros, pardon. Ce qui fait que c'est beaucoup plus flexible. Alors les caractéristiques un petit peu de l'unité de compte, c'est que le capital n'est pas garanti, que le rendement n'est pas garanti, et que le rendement, là pour le coup, est bien supérieur, parce que évidemment le risque se paye. Quelqu'un qui va risquer son capital doit mériter un rendement supérieur, évidemment. Mais le rendement n'est pas garanti, c'est-à-dire que le rendement peut être inférieur et peut être même très inférieur à l'assurance vie. Enfin, au fonds en euros, pardon, je me perds. Donc ce qui fait que ça a aussi des inconvénients et c'est à prendre en compte. Celui qui n'a pas forcément envie de risquer son patrimoine sur son assurance vie
voilà, il n'a pas intérêt à investir dans l'unité de compte. Malgré tout, l'unité de compte a beaucoup d'avantages et notamment grâce à ça, grâce au fait que tu peux y mettre un peu tout et n'importe quoi entre guillemets dedans et tu as une liberté beaucoup plus importante. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est de se dire mais que faire en 2018, que faire pour l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, si tu as une assurance vie, tu as de l'argent dedans et que tu vois ton fonds en euros tous les ans diminuer, que le rendement diminue, tu te dis bon, que faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ça sert à quoi en fait? Est-ce que je le garde? Est-ce que je ferme les yeux parce que de toute façon c'est un investissement à l'avenir et que je me pose plutôt la question de toute façon j'utiliserai pas l'argent avant 20 ans, donc que le rendement soit bon ou pas, c'est pas très grave, ça va sûrement remonter. C'est peut-être ça que tu te dis, et t'as peut-être raison évidemment, mais le problème c'est que on sait pas vraiment, tu vois. Et si aujourd'hui tu voudrais, si tu es encore assez jeune et que tu te poses des questions sur l'avenir de ton assurance vie, peut-être que tu peux te dire, je peux peut-être prendre un peu plus de risques. T'as moins de 30 ans, t'as peut-être moins de 35 ans même. Je pense que quelqu'un qui a moins de 35 ans peut prendre un peu plus de risques. Alors après, évidemment, si t'as 40, 45 ans, la donne est un peu différente, quoique, maintenant, on peut vivre assez vieux, entre guillemets, et voir un peu plus l'avenir. Donc, on peut anticiper ce genre de choses et se dire, je peux sur quelques années peut-être prendre un peu plus de risques et puis revenir sur du fonds en euros plus tard. Et l'idée de toute façon c'est pas forcément de passer sur l'unité de compte, donc d'investir plus sur l'unité de compte que sur le fonds d'euros. L'idée c'est peut-être de proportionner, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, de rééquilibrer peut-être un peu plus ton assurance vie, ça sera plus clair en français, en y mettant de l'unité de compte, donc des investissements en unité de compte, un peu plus que tu n'en as aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment zéro sûrement. D'ailleurs, c'est mon cas, aujourd'hui, j'ai une assurance vie exclusivement en fonds en euros et c'est pour ça aussi que j'en parle parce que je pense que je me pose des questions aussi pour moi et il y a des choses qui m'intéressent et je vais sûrement y réfléchir un petit peu plus parce que je suis pas du tout satisfait de mon assurance vie aujourd'hui, surtout que l'assurance vie que j'ai ouverte, elle est toute récente et forcément moi j'ai pas bénéficié des taux qu'on peut voir en 2008 avec plus de 4%, donc j'ai grandement besoin d'un rendement supérieur. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, moi j'ai une solution à t'apporter. Alors, c'est pas une solution miracle, mais je pense que c'est une solution qui est adaptée à la majorité des gens et surtout une solution qui peut rassurer beaucoup de personnes. Cette solution, en fait, c'est d'inclure dans ton assurance vie en unité de compte des SCPI. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un SCPI? C'est un peu un mot barbare. Les SCPI, en fait, c'est des sociétés civiles de placement immobilier. Alors déjà, tu entends le mot immobilier, tu te dis, ah ok, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus sûr, d'accord? Parce que évidemment, dans l'unité de compte, tu peux y mettre par exemple des actions d'entreprises françaises ou d'autres entreprises. Mais les actions, ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Comme on disait l'autre fois dans un autre podcast, on connaît pas forcément, l'économie parfaitement. On n'est pas des professionnels de l'investissement, donc et c'est pas forcément fait pour nous. Donc voilà. Et donc du coup, le SCPI, ça peut être une solution très intéressante parce qu'en fait, ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans l'investissement immobilier, donc ils vont investir à ta place dans l'immobilier et qui vont vendent donc des parts, j'essaie de simplifier au maximum pour que tout le monde comprenne bien, vont vendre donc des parts que tu peux acheter et donc tu vas pouvoir bénéficier des rendements issus des loyers de locaux que l'entreprise va louer à des professionnels. Alors c'est essentiellement des professionnels, alors il y a un peu de tout évidemment, mais c'est surtout c'est beaucoup de l'immobilier professionnel, comme par exemple des centres commerciaux et après des immeubles de bureaux des immeubles de bureaux, pardon. Et donc voilà, ils vont louer ça à souvent des très grandes entreprises. Et donc niveau capital, je pense qu'on peut dire qu'il est plus ou moins sécure, tu vois, parce que ton capital, il est investi dans l'immobilier, d'accord? Donc,
comme tu le ferais par toi-même en investissant dans l'immobilier, sauf que tu n'as pas toutes les contraintes de l'immobilier, évidemment en le faisant toi-même, en passant chez le notaire, en recherchant le bien, en s'occupant de tout ça. Alors évidemment, si tu le fais par toi-même, tu auras des rendements supérieurs, ça c'est évident, et heureusement, encore heureux, je dirais, tu vois. Mais là, tu vas pouvoir investir de manière assez faible dès le départ, si par exemple tu n'as pas un gros capital, tout de suite dans l'immobilier, avec des rendements qui sont pas négligeables, c'est-à-dire des rendements qui vont être 3, 4, 5 fois supérieurs à un fonds en euros. Donc c'est déjà plus intéressant, tu vois. C'est pas quelque chose de totalement ridicule. Et en même temps, tu as ce côté sécure, tu vois, tu as ce côté sécurisation de ton capital, parce que si tu investis dans un fonds en action, voilà, tu sais jamais vraiment. Alors évidemment, tu peux voir la performance du fonds sur les précédentes années, mais voilà, comme on dit, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir un fonds qui gagne sur les 3-4 dernières années plusieurs dizaines de pourcents, et d'un coup, l'année suivante, il peut faire moins 15%. Et donc, ça sera également le cas pour ton patrimoine. Donc voilà, donc là, ce qu'il faut se dire concrètement, c'est que derrière tout ça, tu as la possibilité d'investir dans l'immobilier, dans ton assurance vie, de manière raisonnable. Évidemment, ça dépend de ton objectif, ça dépend de ton âge. Ça, c'est pas à moi de le définir pour toi, mais plus tu vas être jeune, plus tu vas pouvoir, je pense, mettre de l'unité de compte, voire même mettre plus d'unités de compte que de fonds en euros. D'accord ? Moi, je pense que maintenant que j'ai compris ça, je vais sûrement repondérer mon assurance vie avec un peu plus, avec même beaucoup plus, de SCPI ou d'autres choses. En tout cas, ça, je suis en train d'y réfléchir. Donc plus de 50% probablement, et après plus tu avances dans l'âge, plus tu sécurises ton capital en achetant du fonds en euros, et donc en sécurisant encore plus ton capital, même si les rendements sont pas si intéressants que ça. C'est à prendre en compte, c'est sûr. Et donc dans le SCPI, tu investis dans l'immobilier sans les inconvénients, comme je te le disais, et tu gardes cette possibilité de revente immédiate. Car tu es finalement tu es dans un contrat d'assurance vie, donc c'est-à-dire que la liquidité elle est immédiate. Et évidemment, les sociétés qui vont te vendre des SCPI dans des assurances vie, ce sont essentiellement des SCPI très connus, donc les plus grosses, donc forcément les plus fiables aussi, parce que c'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est qu'une SCPI, ça peut aussi faire des contre-performances. Mais bon, voilà, eux, ils vont choisir forcément des SCPI qui sont très liquides, c'est-à-dire qui peuvent être revendus facilement, parce que ils ont l'obligation, le jour où tu veux récupérer une partie de ton argent, de te le donner immédiatement. Alors que quand tu achètes une SCPI, une part des SCPI, tu la revends sur le marché. Donc tu la revends à quelqu'un qui en achètera une. Et donc c'est comme une action évidemment, mais il y a certaines SCPI qui sont pas très volatiles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas énormément de clients qui vendent et qui achètent tous les jours. Donc pour revendre une part, c'est pas forcément aussi évident qu'une action. Voilà. C'est peut-être un peu compliqué tout ce que je dis, je sais que j'essaie de simplifier au maximum. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un podcast ou dans une formation un peu plus complète. Mais voilà, l'idée c'est regarde vraiment les alternatives par rapport à l'assurance vie, parce que le fonds en euros, si t'es jeune, honnêtement, c'est pas très intéressant et ça t'amènera pas bien loin. Voilà. Le SCPI, c'est vraiment une solution alternative. Les autres choses, j'en parle pas forcément parce que, voilà, encore une fois, c'est moins sécure, c'est moins facile aussi à comprendre. Quand tu choisis une SCPI, tu sais exactement dans quoi tu investis, parce que l'entreprise fait des rapports assez réguliers sur quoi elle investit, donc qu'est-ce qu'elle achète comme bien immobilier, qu'est-ce qu'elle fait construire, ce genre de choses. Donc je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus, mais je pense que ça peut être une vraie bonne alternative au fonds en euros pour dynamiser ton assurance vie en 2018 et puis dans les prochaines années évidemment.
Voilà, j'espère que le podcast t'a plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si t'as adoré le podcast, encore une fois, comme toujours, laisse-moi un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles. Si t'as adoré le podcast, ça permet de faire découvrir le podcast à de grands nombres de personnes et ça c'est cool. Et puis moi ça me rassure aussi d'une certaine manière sur le fait que ça vous plaît et ça c'est cool. Et également sur YouTube, si tu l'écoutes sur YouTube, commentaire, pouce bleu, SoundCloud également, puisque il y a de nombreuses personnes qui l'écoutent sur SoundCloud. Et voilà, donc je te dis à vendredi prochain et bonne semaine. Ciao.